Vous écoutez Trends Bourse avec Gaël Poncelet et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance, en podcast réalisé avec le soutien de la banque ING. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Trends Bourse. Il s'est encore passé pas mal de choses cette semaine. En fin d'épisode, Vincent Juvin revient évidemment sur ce marché obligataire sous pression. Et ce qui n'empêche pas quelques opportunités, il vous l'expliquera dans quelques instants. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors, Vincent Juvin va parler marché obligataire. Nous, on ne peut pas faire l'impasse sur cette hausse des taux parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. D'abord, évidemment, ce trésor qui va racheter des obligations. Et ce n'est pas une coïncidence qu'il l'annonce la semaine dernière. Non, certainement pas. D'abord, en deux mots, de quoi s'agit-il? Donc, le Treasury Department, le ministère des Finances pour nous, a annoncé mercredi qu'il allait doubler ses rachats d'obligations de l'État américain donc sur le marché secondaire, bien sûr. Ce sont des opérations de soutien à la liquidité, entre guillemets, pour les obligations de 10 à 30 ans, d'un maximum de 2 milliards. Il va passer à un minimum apparemment de 4 milliards par opération. Par opération, ça signifie en principe par semaine, et ceci pour une période assez limitée du 9 septembre au 4 novembre. Alors, c'est une annonce qui a fait sensation, effectivement, à en juger par la réaction du marché, dans l'immédiat en tout cas. Le taux d'intérêt de l'obligation d'État américaine à 30 ans a reflué aussitôt de 5,34 à 5,19, ce qui est en fait une différence assez importante. On parle quand même des taux d'intérêt du marché obligataire ici. Donc, gros effet d'annonce, incontestablement, que ces achats qui doubleraient. Pourtant, ce n'est pas colossal quand même. Non, ce n'est pas colossal parce que, d'abord, du 9 septembre au 4 novembre, ça ne va pas faire grand-chose. Et effectivement, quelqu'un a fait le calcul, même s'il poursuivait ses opérations sur un an, ça ne représenterait toujours que 2,4% du stock d'obligations américaines existantes, de l'ordre de 32 000 milliards en mains de particuliers, et ça ne représenterait qu'un petit tiers des émissions nouvelles. Donc ce n'est pas tout à fait négligeable par rapport aux émissions nouvelles, mais c'est négligeable par rapport à l'ensemble du marché. Ça n'a vraiment rien à voir avec le fameux quantitative easing qui a suivi la crise financière. Là, la Banque centrale américaine, comme d'ailleurs la Banque centrale européenne, avait acheté pour des milliers de milliards. Ici, on est très, très loin de compte. J'en profite peut-être pour signaler que une opération de soutien à la liquidité, ça peut paraître étrange, mais non, les marchés financiers bénéficient d'opérations de ce genre, y compris en bourse d'ailleurs. En fait, la plupart des gens ne le savent pas, parce que ça ne fait pas les grands titres forcément, mais les entreprises cotées en bourse ont souvent un accord avec un intermédiaire financier pour organiser le marché. Si tout à coup, au lieu de 100 actions par jour, on observe un achat de 1000 ou une vente de 1000, on va dire, le cours va être déstabilisé et donc cet intermédiaire financier est chargé de stabiliser ça. Il peut puiser éventuellement dans les actions que l'entreprise a mises à sa disposition. Ce qui d'ailleurs, au début, quand on a instauré ce système, a donné lieu à des situations un petit peu cocasses. Il est resté dans les annales financières de la Bourse de Bruxelles le cas de cette entreprise qui avait, suite à une flambée de son cours, on disait cours argent à l'époque, ça voulait dire que la limite de hausse était atteinte, donc on stoppait. Il avait contacté un intermédiaire financier, il disait écoutez, c'est pas possible ça, vous allez réguler le marché dorénavant, voilà, je mets un paquet d'actions à votre disposition, vous pourrez les vendre en cas de besoin, par exemple. Le lendemain, cours papier. Ça voulait dire chute des cours. On dit attendez, qu'est-ce qui se passe là? Mais oui, vous m'avez donné un paquet d'actions à vendre. Donc... Mais non, c'était... Bon, bref, il y avait des agents de change à l'époque qui étaient de petits commerçants bien braves, mais qui n'étaient pas des grands financiers, qui n'avaient rien compris à l'histoire. Donc, voilà, opération de soutien liquidité, c'est normal, mais vous l'avez dit, ce n'est pas une coïncidence que ce soit intervenu la semaine dernière. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans la presse américaine, on a vu réapparaître l'expression bonne vigilante. C'est le nom étonnant donné à des opérateurs financiers, donc en obligations, qui sont supposés vendre des obligations de l'État pour protester contre la politique de l'État ou la politique monétaire. Bon, enfin voilà, c'est un peu étonnant, mais c'est un phénomène américain bien connu. Alors, l'air de rien, cette hausse des taux, elle fait quand même les gros titres de la presse et donc l'investisseur peut s'inquiéter. Est-ce que cette situation révèle quand même une certaine gravité? Mais c'est vrai que d'une certaine manière, on est quand même obligé de relativiser. Ce qu'il y a, c'est qu'on sort d'une période de taux d'intérêt extrêmement bas suite à la crise financière, le quantitative easing. On se souvient que
le taux d'intérêt avait plongé dans le rouge. Les obligations de l'État américain, enfin des États européens et même de certaines entreprises rapportaient du -0,2 ou -0,4% même. Il est évident que quand on vient d'une période comme celle-là, toute hausse des taux paraît évidemment un petit peu problématique. En réalité, pour reprendre le 30 ans américain, il est à plus de 5%, largement même. Le taux à 30 ans actuel, c'est le taux qui prévalait au début des années 2000, avant la crise financière et ce fameux quantitative easing qui a provoqué un effondrement des taux. Il est toujours inférieur de 1% à la moyenne sur un demi-siècle. Donc, soyons très clairs, on assiste en réalité à un retour à la normale après 15 ou 20 années anormales, évidemment. Autre indicateur qui va dans ce sens, la charge d'intérêt de l'État américain se situe aujourd'hui à 3,15% du PIB. C'est le même niveau qu'au début des années 90. Donc, c'est plutôt un retour à la normale en soi. Est-ce que ça voudrait dire du coup que cette hausse est plutôt à traduire comme une évolution de la dette? Mais c'est une évolution de la dette et c'est ça qui fait peur en réalité. Finalement, on parle beaucoup du niveau des taux d'intérêt, mais c'est l'évolution de la dette de l'État américain, comme des autres États du reste. La plupart des gestionnaires disent nous, on achète des obligations d'entreprise et pas des obligations des États, quels qu'ils soient d'ailleurs. C'est l'évolution de la dette qui inquiète. Et le trader Lance Roberts a publié un article sur Internet la semaine dernière, un Américain donc, qui rappelle que la dette américaine était de moins de 60% du PIB en 91, pour reprendre la même référence. Elle est de plus de 120% aujourd'hui. Mais surtout, ce qui est intéressant, et ça c'est beaucoup moins connu, ce qu'il souligne, c'est que la croissance de cette dette par rapport à la croissance du PIB s'est emballée de ces dernières années déjà. Pour $1 de plus de PIB, on observe $1 de plus de dette, et aujourd'hui c'est même $1,50, alors que dans les années 60, c'était $0,25 de dette pour $1 de croissance. Autrement dit, pour dire les choses tout simplement, le problème est, semble-t-il, qu'aujourd'hui l'économie est dopée à la dette de l'État. Et ça, c'est pas très sain, évidemment. Et évidemment, ça fait, perdre confiance et on le voit, hein, puisque certaines valeurs alternatives, l'or en tête bien entendu, mais aussi la crypto, elles ont connu un sacré rebond la semaine passée. Et oui, un sacré rebond. En effet, l'or était déjà en rebond depuis son plus bas récent de la fin juillet. Il termine en hausse de 13,6% au dollar depuis la fin juillet, donc sur une quinzaine, enfin 3 semaines, disons. Le rebond est de 12% en euros. Mais alors, on a vu le Bitcoin qui a fait sensation la semaine dernière, évidemment, et d'autres cryptos. Le Bitcoin est en hausse de presque 22% à 78 000 $. Est-ce que ça, c'est un reflet de la défiance aussi à l'égard des obligations de l'État américain? C'est le cas de l'or, oui. C'est en partie le cas du Bitcoin, peut-être. On a dit aussi le relèvement des taux par la Fed s'éloigne de la perspective, donc ça soutient le Bitcoin. Oui, enfin, il n'empêche que Ouais, le la Bitcoin... crypto de Donald Trump aussi, elle a bien monté, hein? Oui, 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 mais oui, le locataire de la Maison Blanche est un homme d'affaires qui estime que son boulot, c'est de s'enrichir en profitant de... Bon, les officiels ne peuvent pas le dire comme ça, mais nous osons le dire parce que tout le monde le sait, c'est tellement criant. Bon, voilà, plus 22% pour le Bitcoin, c'est quand même un événement considérable. On ne fera pas d'autres commentaires, on ne fera pas de conseils sur le Bitcoin, on ne l'a jamais fait. Et on ne commencera pas maintenant. Par contre, on peut revenir sur, notre petite valeur phare à la bourse de Bruxelles, c'est, Argenix, hein, qui nous a fait une très, très belle semaine la semaine dernière, et avec de belles hausses. Ah oui, il faut dire que c'était la vedette de lundi, une valeur quand même très importante, hein. Argenix pèse plus de 40 milliards, lundi, plus 17%. C'est une performance tout à fait exceptionnelle. 730 euros, le cours est passé à 855, c'est fabuleux. 730, c'était un peu une faiblesse aussi, hein. Le cours avait quand même pas mal reculé ces derniers temps. Mais ce qui est assez remarquable et vraiment à souligner, c'est l'évolution qui s'est produite ensuite sur ce cours. Il arrive assez régulièrement qu'une bonne nouvelle, saluée par une belle hausse de cours, soit suivie de prise de bénéfices et de faiblesses même parfois persistantes. On l'avait souligné pour AB InBev. Mardi, le cours d'Argenix, moins 4% à l'ouverture. Bah oui, quelques prises de bénéfices, c'est assez logique. Ouais, c'est pas énorme. Non, mais en clôture, on est presque à plus 2%. Mercredi, jeudi, petite hausse, plus 3,5%.
par rapport à lundi. Vendredi, de nouveau, une petite baisse en début de séance. Très vite, ça repart à la hausse, plus 2% en chiffre rond. Donc le courant acheteur en Argenix était vraiment puissant, puisque le titre a bondi de quasiment un quart sur la semaine. Oui, on s'est précipité sur Argenix, clairement, c'est une vraie bonne nouvelle finalement. Ah bah oui, tu le dis, une bonne nouvelle, mais pour ceux qui étaient en vacances, quelle était cette bonne nouvelle? Oui, et même pour ceux qui n'y étaient pas éventuellement, mais qui l'auraient zappé. En 2 mots, Argenix, pour rappel, est un spécialiste des maladies auto-immunes. Alors, il faut savoir ce que c'est parce que c'est important pour la suite. Une maladie auto-immune a ceci de particulier qu'elle trompe notre système immunitaire, donc celui qui va lutter contre les microbes venant de l'extérieur. Il trompe ce système immunitaire en lui faisant croire qu'une partie de son propre corps l'a attaqué. L'envahisseur vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Mais non, il vient forcément de l'extérieur. Donc, notre système immunitaire réagit très mal à ces maladies et c'est là qu'intervient le Vyvgart, le médicament vedette d'Argenix, le seul qui soit commercialisé aujourd'hui d'ailleurs. Le Vyvgart, qui luttait contre la myasthénie principalement, et qui s'avère aussi très efficace pour la myopathie, une autre maladie concernant les muscles. C'est la bonne nouvelle du lundi, c'est que les essais cliniques de 3e phase, les derniers essais avant une possible commercialisation, se sont révélés positifs. Alors voilà, s'il y a une 3e, éventuellement 4e application à ce médicament, c'est évidemment une très bonne nouvelle. Une petite parenthèse, on peut s'étonner que le même médicament puisse servir à peu près à différentes choses, mais c'est logique dans la mesure où les maladies auto-immunes procèdent du même principe. Elles trompent notre système immunitaire. Si un médicament est efficace pour une maladie auto-immune, il n'est pas anormal qu'il le soit pour d'autres aussi, puisque le principe fondamental reste le même. Alors Argenix, hein, pour ceux qui nous auraient raté cet été, il faisait partie des 10 valeurs qu'on conseillait pour le semestre prochain. Ceci étant, si je ne me trompe pas, on est à ce stade quand même très, très proche de la valeur de cours annoncée par les analystes. Oui, tout à fait, hein. C'est vrai que les analystes sont tous sont à conserver, tous les autres à l'achat. Les prévisions pour l'année en cours sont très bonnes. Leurs estimations, c'est un chiffre d'affaires en augmentation de moitié à 5,5 milliards. Un bénéfice par action pareil, plus moitié. L'EBITDA va quasiment doubler, donc belles attentes. Le cours représente un rapport cours-bénéfice de 30, bien sûr, ce n'est pas donné, mais c'est conforme à la croissance, et même en dessous de la croissance, donc pas mal. Maintenant, leur objectif de cours moyen est de 935 €. Vendredi, on était à 902. La marge n'est pas énorme. Maintenant, peut-être sont-ils pas assez optimistes, hein, disons. Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'Argenix est une belle valeur et assez solide parce qu'elle a vraiment fait ses preuves. Et bon, le cours fluctue pas mal, hein. On était donc à plus de 800 l'année passée déjà, moins de 600 en mars. Une valeur qui n'évolue pas de plus 1% par semaine comme ça tout simplement. C'est beaucoup plus chahuté que ça. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'est relativement stable par rapport à d'autres valeurs biotech, il faut bien le dire. Justement, pour la leçon de la semaine, on peut peut-être comparer ces valeurs de bons pères de famille à des valeurs qui sont beaucoup plus spéculatives. Et entre autres, quand on voit ce que nous a fait Moderna cette semaine. Mais oui, parce que en fait, dans les biotech, c'est bien connu, autant le secteur de la santé est un secteur assez stable, autant le secteur des biotech est très volatile. Il y a là-dedans un tas de petites entreprises qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Une bonne nouvelle, le cours explose. Une mauvaise nouvelle, le cours s'effondre. Moderna est une valeur, en fait, bien connue. Elle a été la vedette du vaccin anti-Covid. Donc, c'est une valeur que l'on pourrait imaginer bien établie. Oui et non. Mercredi, Moderna annonce un vaccin contre le cancer de la peau. Plus 177% pour le cours de bourse. C'est énorme. C'est vraiment énorme, c'est colossal, disons-le franchement. Le cours a reflué ensuite, plus 124% sur la semaine. Ce qui reste énorme. Ça reste énorme aussi. Il fallait vraiment l'acheter vendredi précédent. Enfin, non, pardon, déjà le mardi éventuellement. Enfin bref. Et le cours a plus que doublé, avait déjà plus que doublé, pardon, avant ça, de sorte que depuis le début de l'année, on fait fois 4,5. Bon, belle valeur. Oui, mais sur 5 ans, on est à moins 60%. Parce qu'il y a 5 ans, c'était en pleine euphorie du Covid, si je puis ainsi m'exprimer.
Le cours avait touché un maximum de 450 € en 2021. L'automne dernier, on l'a vu à 22 €. Maintenant, on est à 145 vendredi. Donc Moderna est une entreprise a priori bien établie, mais en fait non, c'est une entreprise hyper cyclique, c'est une valeur hyper spéculative. Donc oui, effectivement, Argenix et Moderna, ça n'est vraiment pas la même chose. On n'oserait pas donner un conseil sur Moderna, sinon de dire attention, c'est de la spéculation pure, soyons très clairs. Oui, oui, parce qu'on le disait, hein, c'est vrai que Moderna, c'est plus du one shot. Il y a peu de gens qui se font aujourd'hui encore vacciner contre le Covid. Mais oui, absolument. Alors si ce vaccin contre le cancer est un beau succès, c'est très bien. Mais enfin, on a dit ce sera compliqué, il faut aller patient par patient, donc c'est pas tout à fait gagné d'avance. Non, c'est de la spéculation, il faut bien le reconnaître. Eh ben, merci beaucoup, Guy Legrand. On va laisser notre place à Vincent Juvins pour parler à nouveau de ce marché obligataire et puis des opportunités qui peuvent quand même s'en dégager. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Place maintenant à l'analyse d'un expert en investissement d'ING pour décrypter l'actualité économique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors avec la canicule qui touche une grande partie de l'Europe, la température monte un peu partout, également sur les marchés financiers. Et cette fois, c'est le marché obligataire, pourtant réputé plus calme, qui est aujourd'hui sous pression. Alors depuis le début de l'année, les taux d'intérêt à long terme repartent fortement à la hausse. Aux États-Unis, le taux souverain à 10 ans atteint désormais 4,7%, soit de son plus haut niveau depuis 2007. En Belgique, il dépasse 3,7%, un niveau qu'on n'avait plus observé depuis la crise de la dette européenne en 2012. Alors bien sûr, les tensions géopolitiques et le prix de l'énergie jouent un rôle, mais ils n'expliquent pas tout. 3 facteurs structurels sont également à l'œuvre. Alors tout d'abord, les besoins de financement explosent. Les émissions obligataires mondiales devraient atteindre près de 29 000 milliards de dollars cette année, soit environ 10% de plus que l'an dernier. Plus il y a d'obligations à vendre, plus il faut évidemment une capacité pour les marchés pour les absorber. Ce d'autant plus que les banques centrales ne soutiennent plus le marché obligataire comme avant. Le bilan de la BCE, par exemple, qui est culminé à 10 000 milliards d'euros en 2022, est aujourd'hui redescendu vers 6 800 milliards. Autrement dit, un acheteur majeur s'est retiré du marché. Plus d'offres, moins de demande, ça veut dire des taux évidemment en hausse. Enfin, les investisseurs s'inquiètent de l'état des finances publiques dans plusieurs pays développés. Ils demandent donc une rémunération supplémentaire, une prime de risque pour prêter à certains gouvernements. Cette hausse des taux n'est évidemment pas une bonne nouvelle, ni pour les États dont le coût de financement augmente, ni pour les détenteurs d'obligations. En effet, depuis le début de l'année, les obligations souveraines affichent une performance légèrement négative en Europe d'environ moins 0,03%. Alors, dans les prochaines semaines, nous aurons à nouveau des émissions de bons d'État belges. Se pose la question de savoir s'il faut investir dans ceci. Alors, il constitue évidemment toujours une solution simple, rassurante et rémunératrice pour de nombreux épargnants. Cela étant, nous estimons que certaines obligations d'entreprise, notamment de pays émergents, offrent aujourd'hui des opportunités plus intéressantes. Alors qu'une obligation belge à 10 ans rapporte environ 3,7%, près de 80% du marché obligataire mondial offre désormais un rendement supérieur à 4%. Après des années de taux proches de zéro, les obligations sont donc redevenues une véritable source de rendement. La clé est désormais d'être sélectif, de bons d'État, oui, mais surtout, en tout cas, diversifier vers les obligations d'entreprise, la dette émergente, avoir une approche évidemment sélective et diversifiée. À bientôt pour un prochain podcast. Merci de votre attention. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.